Un épisode de ce podcast que vous êtes en train d'écouter a été nominé au Paris Podcast Festival, sorte de César du podcast. C'est l'épisode 11 qui a été nominé. Il s'intitule « Mon analyste a mis fin à nos séances par un texto sans explication ». Cet épisode concourt au prix du public. C'est tous les nominés qui s'affrontent dans un vote en ligne, que dis-je, un pugilat sanglant qui déterminera l'élu. Alors j'aimerais vous demander de voter. Mais vous allez me dire, détends-toi, on se connaît pas, et t'es qui d'abord ? Moi, c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast, podcasteur passionné et bénévole. Autodidacte, je fais mes podcasts tout seul de A à Z. Gagner ce prix, ça m'apporterait une visibilité déterminante. Ça m'aiderait à trouver mes futurs témoignages et peut-être même un modèle économique. Alors pour voter, c'est super simple et ça prend 5 secondes. Vous cliquez sur le lien que je mets dans le descriptif de cet épisode et ensuite il suffit de cocher la case 20. Vous avez jusqu'au samedi 22 octobre minuit. Allez, maintenant place à l'épisode. Bonne écoute. 1, 2, 1, 2, oui, ça marche. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Dans ce podcast, des analysants et des analystes racontent leur chemin sur le divan et comment la psychanalyse a changé leur vie ou pas. Dans cet épisode, c'est Camille qui nous livre son chemin d'analyse à la rencontre de son identité et de son genre. Elle raconte comment le divan l'a aidée à retracer son histoire, à comprendre cette place du père qu'elle a prise dans sa famille et à essayer de ne plus se faire enfermer dans les projections des autres et dans les cases prédéfinies. La psychanalyse pour devenir soi. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute. Eh ben c'est bon, est-ce que t'es ok qu'on se lance ? Oui, c'est bon. Est-ce que tu veux te présenter ? Qu'est-ce qu'on peut raconter de toi avant que tu témoignes pour un peu apprendre à te connaître ? Ouais, alors qu'est-ce qu'on peut raconter de moi ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Camille et j'ai fait des neurosciences, j'ai fait de la recherche en neurosciences pendant 10 ans et je suis très sportive. Quel sport ? Alors plein de trucs, je nage, je fais un peu de snow, je fais un peu de surf, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai fait 10 ans de jiu-jitsu, j'ai fait beaucoup de yoga, de tai chi, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de moi ? Voilà. Et après, je vais quand même le citer là, vu que c'est le sujet, j'ai fait un petit peu de psychanalyse, donc j'ai fait plusieurs tranches, j'ai commencé à avoir des psys il y a 30 ans, ça fait 30 ans que je vois des psys. Et t'as quel âge ? Là, j'ai 44. Et parmi les psys, j'ai vu d'abord une analyse quand j'étais ado, ensuite une autre analyse pendant 8 ans, que je considère comme la tranche pour laquelle je viens là, c'est-à-dire que j'ai terminé, ou en tout cas ça s'est arrêté à un moment. Et là, je revois quelqu'un depuis 1 an et demi. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner ? C'est quoi ton élan ? Ouais, en fait, mon élan, c'était que je trouve qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites sur la psychanalyse, et ce que j'aime dans ton podcast, et dans d'autres sur le sujet, c'est d'entendre à quel point les parcours sont singuliers, quoi. Et que oui, il y a des psychanalystes qui sont cons, et que oui, la théorie a plein de problèmes, mais que ça peut vraiment aider, et pas juste aider au niveau individuel, je pense que ça peut aider aussi à créer une société qui fonctionne mieux, quoi. Toi, il était comment ton psychanalyste ? Alors, s'il n'était pas con ? Ouais, alors pas la première, mais celle dont je me rappelle vraiment, des 8 ans, là, c'est une dame qui doit avoir peut-être la 50... Je sais pas quel âge elle avait à l'époque, en fait, d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, ça. Là, maintenant, je me pose la question, parce que mon analyste actuel, son âge est devenu important pour moi. Donc, bon, celle d'avant, elle doit avoir peut-être 55, 60 maintenant. Elle était très douce, elle l'est sûrement encore. Voilà, les cheveux châtains, mi-longs, vraiment une voix très douce. Et puis, je me souviens, par rapport à ce que j'ai vu comme autre thérapeute depuis, de quelqu'un d'extrêmement bienveillant et neutre. Comment on peut être bienveillant et neutre à la fois ? Comment tu ressentais la bienveillance alors qu'elle était neutre ? C'est une très bonne question. C'est dans le... Bon, déjà, il y a la douceur de la voix. Après, il y a l'accueil de la parole. Donc, dans ce que je disais, comme beaucoup de gens, j'ai tendance à me culpabiliser, à me contraindre vachement, à stresser. Donc, il y a comment elle dénouait ces angoisses-là sans jamais prendre parti ou justifier ou légitimer quoi que ce soit. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez... T'as un exemple ?
Ben non, justement. Alors attends. Si, alors attends, je pense que je vais pouvoir... Alors, j'ai un exemple qui est pas avec elle. J'ai 2 exemples qui m'étaient venus en pensant au podcast, qui je pense sont pas mal. Parce que c'est un des sujets dont je pense qu'on va parler sur le genre, donc sur la représentation, sur l'image des femmes dans notre société, qui est, à part si on se ment énormément, on va quand même assez vite se rendre compte que l'image de la femme est quand même pas top. Et tu vois, une femme ambitieuse, on dit qu'elle est agressive, bon, blablabla, et plein de trucs. Enfin, c'est quand même assez contraint, l'image de la féminité. Et il y avait un sujet, il y avait une femme que je trouvais, je sais pas, j'avais une antipathie contre cette femme, sans raison particulière. Et un des trucs que je me souviens avoir dit en analyse, c'était qu'elle avait les cheveux courts. Et je pense pas du tout avoir des représentations misogynes où, tu vois, il faut qu'une femme ait les cheveux longs, nanani nanana. Mais manifestement, inconsciemment, je devais avoir un truc par rapport à ça. Et je me souviens que dans la façon, parce qu'évidemment, en psychanalyse, ce que font les analystes, c'est juste qu'ils vont insister, laisser des silences ou répéter un truc. Et je me souviens que ce truc-là, elle avait attiré mon attention dessus. Je sais plus exactement comment. Et que là, je m'étais rendu compte qu'en fait, j'avais moi internalisé des modèles qui m'empêchaient, moi, en tant que personne désignée femme, de faire certaines choses, parce que je pensais que j'allais être jugée par les autres. Ça, c'est un exemple. Moi, ça me rappelle, pendant mes 10 ans d'analyse, la bienveillance neutre, je l'ai vécu avec mon analyste, mais il utilisait des onomatopées, je vais y arriver, une espèce de râle, à des moments où je faisais silence et où clairement ce qui m'empêchait c'était mon propre jugement, j'avais l'impression qu'il ouvrait un espace ou qu'il allumait une lumière avec un râle que je saurais pas répéter là, mais avec un truc invitant qui semble pourquoi payer autant d'argent pour que quelqu'un te fasse un petit mais il y avait vraiment une énergie que je sentais de justement cette bienveillance neutre, ce bizarre entre-deux dont tu parlais, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis. Un des nœuds dont on va discuter avec toi, c'est le genre. Est-ce qu'il y en a un autre ? Et j'entends nœud que tu as travaillé dans ta psychanalyse de 8 ans. Je me souviens plus, on avait dit quoi ? On s'en fout, ça doit être très signifiant que tu t'en souviens pas. On commence par le genre ? Ouais, voilà, oui, pour l'instant le genre c'est bien. Là c'est vraiment, en plus c'est en train de redevenir un sujet dans mon analyse actuelle, donc... Et oui, alors ce que tu disais sur l'invitation, l'énergie et cette invitation, moi je l'ai beaucoup senti avec la plupart de mes psys et mes 2 analystes femmes. Je me souviens vraiment d'avoir senti ça, cette énergie, cette invitation douce. Et là, mon analyste actuel est un homme et je me rends compte que j'interprète pas de la même façon tu vois, tous les petits sons. Je dois rajouter que moi, si on devait rester dans la binarité du genre, son onomatopée invitante, son râle était assez féminin. D'accord, ouais, ok. Plus aigu, plus très maternel pour moi. Oui. Ouais. Bah, c'est intéressant parce que voilà, moi ça fait partie des questions que je me pose en ce moment sur mon analyste actuel, c'est qu'est-ce qui dans le fait que ça soit du coup un homme, alors en plus pour le coup, enfin lui il est identifié homme, il fait partie d'une génération où globalement ça se discutait pas comme aujourd'hui, donc une des questions du moment pour moi, c'est comment je peux démêler, parce que c'est important pour moi, ce qui est de la projection et ce qui est de ce que lui propose, en fait, tu vois. Et notamment, là, si on prend l'exemple du et de la façon invitante que l'analyste a de parler, ben lui, pour le coup, c'est plutôt masculin. Et dans... Tu vois, par rapport à d'autres psy mecs que j'ai eu avant, où c'était moins marqué. Là, il y a vraiment un truc assez marqué, masculin, ouais. C'est fait exprès que t'aies choisi un homme ? Oui, c'est fait exprès. Oui, parce qu'en fait, j'ai clairement on vit dans une société qui impose quand même la binarité de genre, donc comme à peu près tout le monde, j'ai été influencée par ça, et oui, je me suis rendu compte, parce que je fais un travail aussi collectif en parallèle, ça fait 5 ans que je fais ça avec un groupe, et on a commencé à travailler un peu le genre justement dans ce groupe-là, et évidemment la façon dont c'est travaillé, c'est pas un groupe qui travaille sur le genre en particulier, donc la façon dont on travaille le genre, c'est binaire, homme-femme, et dans cette manière binaire de travailler le genre, je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais des archétypes très marqués de les femmes, je sais pas, par exemple, tu vois, des trucs énormes, genre...
Une femme, c'est solide, c'est fort, ça sait ce que ça veut. Un homme, c'est évanescent, c'est vaporeux. Dès que tu le pousses un peu, il va se briser. Tu vois, je me suis rendu compte que j'avais ces représentations-là. Et du coup, pourquoi avoir choisi un analyste homme ? Parce que j'avais déjà beaucoup travaillé avec des femmes. Puis j'ai grandi avec ma mère, mais pas... Alors, il y avait des figures masculines, mais mon père est décédé quand j'étais petite. Donc, c'était quand même important que je travaille, je pense, le manque de la figure paternelle aussi avec un homme, parce que je l'ai beaucoup travaillé en analyse avec des femmes. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que le groupe de thérapie que je fais là depuis 5 ans, on est guidé par 3 personnes, dont un couple, un homme et une femme, et l'homme, c'était mon psy pendant un an ou 2, là. Et j'ai arrêté avec lui parce qu'il m'a déçu, et en fait, il m'a déçu de la même façon, de la façon dont j'attends, de manière archétypale, que l'homme me déçoive, tu vois. Je l'ai trouvé pas à la hauteur. Et donc, je me suis dit, bon... Et là, le psy que je vois actuellement, c'est une amie à moi qui le voit depuis 20 ans. Et donc, je me suis dit, bon, allez, 20 ans, le mec, il doit quand même tenir, quoi. Donc, je vais... Ça m'a aidé à faire confiance, quoi, et à y aller. Tes 8 ans de psychanalyse, en un mot, le truc comme ça, un mot qui illustre ou qui te vient spontanément quand je te pose cette question ? Bon, alors, c'est marrant, le truc qui me vient, c'est que... elle m'a permis d'identifier qu'on avait... que mon grand-père était juif. Voilà, c'était un truc important, ça, pour moi, parce que j'ai des grosses questions identitaires. Et tiens, voilà, ça sera peut-être le deuxième nœud, pour le coup, je sais pas. C'est que, comme ma famille n'est pas née, donc ma mère est née en Algérie, mes grands-parents sont nés en Algérie, mais mes arrière-grands-parents étaient nés en Algérie, sur la lignée maternelle. Et la lignée paternelle, c'est Alsace et Bretagne. Donc, tu vois, des régions qui acceptent moyennement d'être françaises. Et donc, il y a ce truc où, en fait, on n'a pas vraiment de racines. Néanmoins, j'ai une tête et un nom qui sont extrêmement français. Donc, évidemment, je suis considérée comme française par tout le monde. Et moi, je me sens pas vraiment enracinée ou je sais pas d'où je viens, quoi, voilà. Et cette analyse-là, de fil en aiguille, m'avait permis de réaliser qu'en fait, que probablement mon grand-père était juif. Et le truc fou qui s'est passé, c'est qu'au moment où en analyse, elle m'a fait remarquer ça, ma grand-mère m'a envoyé une lettre en me disant « Ton grand-père vient de m'avouer qu'il est juif ». Et c'était simultané, tu vois, ça a coïncidé. Est-ce que tu fais un lien entre la question du genre et la question de ton identité ? Oui. Pour lequel ? En fait, alors là où je fais le lien, c'est que je me rends compte que quand on parle de genre, par exemple, mon analyste actuel, quand je l'ai questionné sur son point de vue à lui sur le genre, pour voir si je pouvais lui faire confiance ou pas, il m'a répondu par l'orientation sexuelle. Et pour moi, c'est juste deux choses complètement différentes. Pour moi, ça n'a aucun lien, vraiment. Et bon, donc il m'a répondu sur l'orientation sexuelle, j'ai écouté, c'était très intéressant. En gros, lui, il m'a dit, bon, l'orientation sexuelle, c'est fluide, voilà, tout le monde enfin, n'importe qui peut être attiré par n'importe qui, et il faut arrêter de se prendre la tête avec hétéro, homo, machin. En fait, voilà, il n'y a pas de... Enfin, il dit que l'orientation sexuelle a été médicalisée à un moment et qu'on a essayé de mettre tout le monde dans des cases hétéro, mais que ça n'a aucun sens. Bon, donc ça c'était cool, c'était intéressant, mais moi je lui ai répondu après, en fait je vous ai pas du tout questionné sur l'orientation sexuelle, je vous ai questionné sur le genre, sur l'identité. Et donc la question juive, c'était moins ça que t'as découvert ou traité que la question de l'identité. Oui, exactement. C'est ça, c'est qu'en fait. Et alors, explique-moi, on va reprendre les points. Explique-moi sur le premier nœud du genre. Qu'est-ce que t'as découvert en 8 ans d'analyse ? Et après, on fera ton grand-père. Ouais, sur le genre, je pense que j'ai accepté. Donc moi, je me suis socialisée comme un garçon. J'ai grandi en pensant que j'étais un garçon. Et quand j'ai eu mes premières règles, donc je pensais vraiment que c'était un malentendu, que tout ça était un malentendu, enfin, j'étais un garçon, tu vois, il y a une évidence. Donc quand j'ai eu mes premières règles, j'ai continué à entretenir cette idée de malentendu, mais ça a commencé à être un peu plus difficile, quoi. Et puis ça m'a plongé quand même dans une grosse dépression, ces premières règles-là, qui a duré, certainement qui dure encore en fait, mais en tout cas qui a été clairement toute mon adolescence, quoi. Et donc voilà, donc ce que j'ai découvert en analyse, c'est que j'ai réussi à m'extraire, enfin je sais pas complètement, mais en tout cas que j'ai compris qu'on pouvait s'extraire de ce que les gens projettent sur le genre. C'est pas parce que les gens projettent sur toi, t'es un homme, tu dois pas pleurer, t'es une fille, tu dois pleurer, que tu dois coller à ça. Donc c'était me libérer des projections. En fait, c'est ça. Comment, du coup, comment
ça s'est passé? Comment, en 8 ans, le processus de la psychanalyse, t'y allais combien de fois par semaine? Alors, je pense que j'y allais 2 ou 3 fois par semaine. Okay. Et du coup, comme ça, dans cette répétition, comment tu t'es libérée de ces injonctions? C'est fou parce qu'en fait, vraiment, je pourrais pas défaire la mécanique, mais je pense que un des trucs, j'ai deux choses. En fait, l'analyste, alors pas cette analyste-là, mais celle d'avant que je voyais quand j'étais ado, je me souviens notamment d'une discussion que j'avais, enfin pour moi qui avait été fondamentale, c'est que au lycée, tu vois, il y a au lycée, enfin je pense que c'est le cas pour tout le monde, il y a une pression quand même à faire du sexe et à faire du sexe d'une certaine façon. Et donc, un des trucs, c'est que quand t'es une fille, t'es censée tailler des pipes aux mecs, quoi. Et je trouve, enfin bon, bref, je trouve que c'est, aux États-Unis, c'est encore pire. C'est vraiment la base de la base, quoi. Et moi, en fait, ça me disait absolument pas, mais vraiment, je voyais pas le truc. Enfin, et je me souviens de cette discussion avec mon analyste à l'époque, qui a réussi à m'amener à en parler, alors que moi, je voulais vraiment pas en parler, parce que tu vois, parler de sexe quand t'es ado, c'est vachement dur. Et qui m'a dit, mais en fait, vous faites bien ce que vous voulez, quoi. Si vous avez pas envie, vous le faites pas. Et ça, bon, là, c'est plus facile parce que c'est de la psychanalyse adolescente, donc le psy est vraiment, il est là avec toi, quoi. Mais sur les 8 ans... Oui, et après, sur les 8 ans, c'était différent. Sur les 8 ans, je pense que ce qui s'est passé, qu'on a déroulé, je pense que c'est la fusion à ma mère. Et comme une des raisons pour lesquelles je me suis socialisée comme un garçon, c'est pas juste que je voulais avoir le rôle le plus facile dans la société, entre guillemets, c'est aussi que ma mère avait besoin d'un homme à la maison. Et donc je pense que c'est ça, en réalité, qu'on a un peu travaillé. C'est le... Explique-moi comment ça apparaît en séance, cette idée. Pourquoi tu crées l'idée, ou comment tu obtiens l'idée que ta mère ayant besoin d'un homme, toi tu as pris ce rôle et donc... Ouais, alors en fait, ce qui est pour moi, c'est... Tu sais, on dit que l'inconscient n'a pas de temporalité, et en fait, ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas comme ça que je le percevais à l'époque. C'est des choses que j'ai compris depuis dans la thérapie de groupe, parce que là, on verbalise beaucoup de choses. Mais quand tu me poses la question de qu'est-ce qui s'est passé dans ces 8 ans, je comprends que la raison pour laquelle, dans mon groupe aujourd'hui, j'arrive à démêler ce truc, du rôle que j'ai eu par rapport à ma mère, c'est parce qu'on a vachement nettoyé à l'époque avec mon analyste dans les... Mais comment on nettoie? Oui, c'est ça. J'essaie de trouver des trucs plus concrets. Est-ce que tu te souviens, donc, rappelle-moi, tu avais quel âge pour ces 8 ans? Je pense que j'ai dû avoir... Ça devait être de 24 à 32 ou un truc comme ça, par là. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de l'effet que ça fait de se raconter? Il y a pas des anecdotes de ces 8 ans qui te reviennent? C'est ce que j'essaye de retrouver, en fait. C'est vrai que c'est très... Bon, donc il y a cette anecdote de la fille avec les cheveux courts. Une autre anecdote... je me souviens, il y avait un mec qui m'avait proposé de devenir domina professionnel, quoi. Donc, il voulait que je mette un god et qu'on ait des clients et que voilà. C'est quoi une domina professionnelle? C'est plutôt enfin voilà, quelqu'un qui joue le rôle d'une femme qui va dominer des hommes, généralement, en tout cas dans ce cadre-là. Et je me souviens d'avoir cette discussion avec mon analyste en disant, en fait, c'est marrant, il m'a proposé le truc, le contexte était là, il m'a filé tout ce qu'il fallait, et en fait, ça m'intéressait pas. Et ça m'a étonnée, parce que je pensais justement que c'était un truc qui m'intéressait, et pas du tout. Et elle m'a amenée à comprendre que ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que moi, initialement, je me suis dit, oh là là, je suis pas à la hauteur, je suis nulle, j'ai culpabilisé d'être sortie de la pièce et de pas avoir fait ce pourquoi il m'avait invitée. Et en fait, elle m'a fait comprendre que j'avais pas à me sentir coupable, qu'en fait, j'en avais pas envie. Donc la connexion au désir, la connexion à l'envie, et de te remettre comme sujet. Voilà, c'est un exemple. Je sais pas si c'est assez concret. Ouais. Et du coup, elle intervenait beaucoup, cette analyste? Alors moi, à cette époque-là, dans mon souvenir, c'était douloureux les séances parce que je parlais peu. Et d'ailleurs, c'est le cas encore aujourd'hui. Je suis quand même beaucoup dans la rétention. J'ai beaucoup de mal à me laisser aller. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. Et je pense pas qu'elle intervenait tant que ça, en fait. Et je pense qu'à l'époque, j'avais rien lu sur la psychanalyse. Je dis que j'ai du mal à me laisser aller dans le sens où je parlais peu, mais par contre, je m'étais pas équipée ou armée pour essayer de comprendre ce que je faisais là. Et donc, je n'ai pas analysé à l'époque si elle parlait beaucoup ou pas beaucoup. Ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait des silences gênants. Il y avait des longs silences gênants. Donc, je pense qu'elle parlait pas beaucoup, quand même. Je sens cette rétention, parce que là, j'essaye de te faire formuler, et on a fait un pré-entretien ensemble,
Et je vois en fait ton intelligence émotionnelle et variée. Et je crois savoir ta capacité de te dire, ok, en 8 ans, comment la psychanalyse m'a aidé autour de ce lien avec le genre. Et je vois que tu retiens, enfin, j'ai l'impression que tu retiens des exemples, tu fais des réponses un peu avec des petits pas en arrière, t'es d'accord? Ben, moi, j'ai pas du tout l'impression de retenir d'exemples. En fait, c'est que justement, là, les exemples, je te donne ceux qui me viennent, mais j'en ai pas d'autres si j'en avais d'autres qui venaient, je les dirais. En fait, tu dis à la fois, mon analyste m'a vraiment aidé à creuser cette question sur le truc du dominat. Tu dis, elle m'a vraiment aidé à mettre le doigt dessus et à me rendre compte que je n'étais pas coupable. Donc, tu te souviens bien d'une forme d'intervention, mais hop, tu sais plus me dire si elle parlait beaucoup ou pas, ou tu sais pas me dire comment elle t'a aidé à mettre le doigt dessus et à te libérer. Non, mais parce que je m'en souviens pas. Je me souviens de cet exemple. C'est diffus. Oui, parce que je sais pas comment. Tu vois, par exemple, même mon analyste actuel, j'essaie de me rappeler des premières séances, je me souviens pas du tout. Je me souviens que des séances là. Tu vois, je me souviens de la dernière séance ou de quelques moments. Mais c'est aussi la façon dont mon cerveau encode l'information. Alors, c'est certainement des résistances, tu vois, je pense que, mais, j'ai pas de souvenir vraiment de trucs précis. Après, mais du coup, comment on peut raconter ton chemin sur ce lien au genre pendant ces 8 ans? Est-ce que tu peux me dire comment la psychanalyse a impacté du coup? Et peut-être tu peux me dire, tu en es où de ton chemin? Ouais. En fait, je pense qu'un des trucs qui me permet de voir que cette analyse a servi à quelque chose, c'est que dans le groupe dans lequel je fais de la thérapie, je vois la différence avec les autres. Et je vois à quel point des trucs qui me paraissent évidents, tu vois, là, quand je te dis j'ai servi de mari à ma mère, c'est évident. Dans le groupe, il y a des personnes qui n'ont pas travaillé sur elle avant, bah ça leur met beaucoup plus de temps avant. Parce que je pense qu'un des sujets, c'est la honte. C'est que je pense qu'on... tu dois... Il y a la honte, il y a le fait que tu protèges tes parents, même si ils ont fait des trucs vraiment pas bien, etc. Et ça, je l'ai plus. Donc, je pense que c'est ça qui a été levé. Et est-ce que tu peux me dire, c'est un super bon point, comment comprendre le rôle en psychanalyse, ce rôle de mari que tu as pris, en quoi ça t'a libéré et comment ça t'a libéré? Ça... Dans le rôle d'homme de ma mère, il y avait quelque chose de l'ordre de... alors moi, le truc important pour moi, c'est que j'ai pas ressenti d'émotion. Évidemment, c'est pas vrai, mais dans ma représentation, je ne ressentais pas d'émotion. J'avais pas d'émotion jusqu'à très longtemps. Quand j'étais à New York, j'avais une psy là-bas et c'est elle qui m'a fait poser des mots dessus. Donc ça, c'était après mes 8 ans d'analyse. Donc en fait, je n'avais pas d'émotion. C'est pas que j'avais pas d'émotion, c'est que ma mère en avait tellement que je servais de disque dur externe. Donc j'étais là pour accueillir les siennes, les traiter comme je pouvais, puis lui rebalancer quelque chose comme la maman oiseau, tu vois, qui prémâche et qui... Alors, donc pas d'émotion. Alors, du coup, ce que j'ai mis en place plein de choses, dont le fait que je suis toujours forte, que je craque jamais, que j'assume tout. Et donc, en analyse, notamment en analyse sur cette phase-là, tu vois, j'ai des trucs qui me reviennent là. Un truc que je discutais beaucoup avec elle, c'était les conflits. J'avais beaucoup de conflits avec mon directeur de thèse, avec une de mes meilleures amies. C'était compliqué, quoi. Et en fait, ce qu'on a commencé à nettoyer à l'époque et que j'ai compris consciemment récemment, c'est que ces conflits venaient certainement du fait que je devais envoyer des signaux hyper mixtes. C'est-à-dire que moi, dans ma conviction que j'étais quelqu'un de très fort et qui n'avait aucune fragilité, blablabla, je pense que je projetais ça, sauf que certainement, eux, ils voyaient bien derrière qu'il y avait évidemment de la fragilité, évidemment des émotions, évidemment du ressenti. Et je pense que c'est ça, en partie, qui crée des conflits. Et tu te souviens pas comment, parce que c'est intéressant, tu emploies souvent le terme de nettoyer, et moi, je suis curieux de comprendre comment ça nettoie la psychanalyse. Tu te souviens... quel est le process qui te fait raconter ces conflits? Elle te donne l'indication de dire ce qui se passe par la tête? Non, sur les conflits, c'était très fort, c'est que ça me prenait tellement au corps, la tête et tout, que j'arrivais... alors pour le coup, là, c'était des moments où certainement j'avais des choses à dire, tu vois.
Et puis, par rapport à mon directeur de thèse, je me sentais vraiment tout le temps en défaut, je me sentais nulle. Donc, j'étais tout le temps tendue par rapport à lui. Et donc, ça, c'était quelque chose que j'amenais en analyse. D'une façon... Moi, j'ai une façon d'amener les choses en analyse qui est peut-être ce que tu ressens là, je sais pas, qui est toujours un peu... Parce que ça suit ce truc de je suis très forte et j'ai pas de problème. Donc, certainement, la façon dont j'ai amené les trucs, c'était il est con. Alors, je commençais par il est con, voilà, il fait ci, il fait ça, c'est pas bien, gna gna gna. J'amenais pas en disant je souffre de cette situation, tu vois, ça, je sais même pas si je le formulais, je sais pas si je me le formulais à moi, je l'ai compris depuis ça que... Et j'ai compris aussi depuis que... Alors, comment elle m'a aidé à la comprendre ça? J'ai compris aussi depuis que c'était pas de ma faute, que lui jouait aussi un rôle là-dedans, parce que dans ce rôle que j'ai pris et que ma mère m'a donné, du coup il y a une toute puissance énorme puisque je devenais tu vois, j'étais pas un enfant, j'étais un adulte, je remplaçais mon père qui était mort, enfin c'était quand même donc il y a cette toute puissance. Et comment elle dissout ça, l'analyste? En fait, elle le dissout en ne t'écoutant pas là où tu es. Donc si moi je suis en train de dire oh là là, il est con, il comprend pas à quel point je suis intelligente, je sais plus si je disais ça, mais peut-être là elle va peut-être pas répondre, ou elle va peut-être juste laisser passer. Et par contre, peut-être que le moment où je vais dire je me suis sentie déstabilisée de je ne sais quoi, elle va dire ah alors oui, déstabilisée, parlez-en. Donc c'est en ça, je trouve qu'elle dissout les résistances. C'est tout simplement en prenant les fils qui sont des fils un petit peu plus profonds et pas les grosses cordes que tu lui proposes en mode vas-y tire là-dessus cocotte quoi. Et du coup, c'est quoi le lien que tu fais entre traiter, nettoyer ces conflits, ou en tout cas nettoyer et j'ai pris le rôle du père. Donc là, ce qu'on était en train d'essayer de creuser, c'est grâce à l'analyse, j'identifie que j'ai pris ce rôle de père, et moi je te dis mais comment ça a changé, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait sur moi du coup? Donc, les 8 ans, encore une fois, voilà, c'est ça, c'est que dans ces 8 ans-là, je n'ai pas compris ça. Je l'ai compris récemment, le truc du rôle du père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 8 ans et quel impact ça a eu? Putain, c'est fou, c'est hyper dur à... J'ai vraiment tellement l'impression que les premières années d'analyse que j'ai faites ont servi vraiment de... Rétrospectivement, en fonction de ce que j'ai appris depuis, je vois que ça a servi de nettoyage. À l'époque, comment je vivais l'analyse comme un endroit où j'étais mal à l'aise parce que j'avais rien à dire, ou alors je pouvais déposer des trucs et j'avais enfin une écoute. Enfin, en fait, tu sais, c'est l'idée d'avoir un autre secourable, quelqu'un qui vient t'aider parce que moi, j'avais évidemment jamais connu ça. J'avais pas connu le fait d'avoir un adulte qui s'occupe de moi. J'ai pas connu ça. C'est moi qui m'occupais de l'adulte. Donc, ne serait-ce que d'avoir une personne qui t'accepte pas comme enfant, mais voilà, dans un rôle où c'est elle qui est là pour t'écouter, elle est là pour ton bien. Voilà, c'est ça en fait qui se passe. Et donc, selon la vie que t'as eue, dans mon cas en tout cas, c'était en soi déjà un peu hallucinant, tu vois. Après, enfin un peu hallucinant. Après, je savais bien pourquoi j'y allais, c'est moi qui l'a payé, puis j'avais vu des psys depuis longtemps, donc... Moi, les psys ont quand même remplacé ma mère, en fait. Il y a quand même un truc de... Ça, je l'ai compris que très récemment. Voilà, ça a servi à ça. Si on essaie de regarder l'impact de ce chemin parcouru sur ton rapport au genre, où est-ce que t'en es aujourd'hui, du coup? Donc là où Pourquoi tu souris? Parce que c'est tellement un gros sujet, puis ça me fait venir plein de trucs. Alors j'ai une tante, donc une sœur de ma mère, qui est psy et qui travaille beaucoup justement sur le genre, et elle menait des groupes sur le polyamour, et bon voilà. Et en fait là je viens d'échanger avec elle par téléphone avant de venir sur la thématique de justement comment je fais dans mon analyse actuelle avec ce vieux monsieur que j'ai comme analyste. Comment je fais la part des choses entre les endroits où je pense que lui, il a un point de vue sur le genre qui me dérange, et les endroits où c'est moi qui ai des résistances. Donc là où j'en suis sur le genre aujourd'hui, c'est que c'est un sacré piège et que c'est quand même vachement compliqué. Alors bon, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais... Mais parle avec ton petit cœur, toi, Camille. C'est toi. Oui. Comme ça te vient.
Bon, ben, le genre, Sur le c'est... genre- Est-ce que tu es non-binaire? On peut commencer par des cases. Est-ce que tu veux qu'on... Non, alors voilà, moi les cases, ça me parle pas. J'ai l'impression qu'effectivement, la visée que j'ai, c'est de devenir un individu. Donc un individu singulier, et on s'en fout en fait. Homme ou femme, on s'en fout. Mais voilà, et c'est ça le gros truc, c'est que on peut s'en foutre. Moi, je peux m'en foutre à mon niveau individuel, mais je vis dans une société qui s'en fout pas du tout. Donc, qu'est-ce qui est projeté sur moi quand les gens me voient et donc ils décident que je suis une femme et donc gna gna gna. Moi, ma difficulté, c'est ce que les gens projettent sur moi. C'est vraiment ça qui est hyper difficile. Alors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais... Est-ce que tu peux me dire comment la psychanalyse t'a mieux armé, en quoi aujourd'hui tu te sens, si c'est le cas, mieux armé face à notre société misogyne ou patriarcale, ou en tout cas, lorsque tu rencontres une situation misogyne où ton genre perçu crée une situation compliquée pour toi, comment es-tu mieux armé pour y faire face? Oui, alors déjà, le premier truc, et c'est un peu quand je disais cet exemple où on m'a proposé d'être domina et que mon analyse m'a permis de comprendre que j'en avais pas envie, la première défense que j'ai développée, c'est la fuite. Donc, si je suis dans un contexte, par exemple, professionnel ou face à quelqu'un qui a un comportement qui me met à ce point mal à l'aise, j'ai le droit de partir. Avant, je m'autorisais ni à partir, ni... tu vois, je faisais des contorsions pour que ça fonctionne. Alors, fonctionner, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, justement. Il peut y avoir, ça peut péter. Mais je restais. Donc, le premier truc, c'est de me rendre compte que je peux pas tout faire. Parce que je me voyais beaucoup comme un rôle modèle, tu vois. J'ai servi de rôle modèle pour ma petite sœur. Puis je me disais, bah, c'est bien, je suis une femme, mais j'ai créé ma boîte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est vachement bien. J'ai fait plein de trucs professionnellement qui sont... en théorie, on dit qu'il y a peu de femmes. Donc super, bah, je jouais le rôle de rôle modèle, sauf qu'en fait, j'ai compris que ça, c'était pas pour moi, je le faisais, et que de temps en temps, pour moi-même, peut-être que j'ai juste envie d'être sous ma couette, voilà, et de bouquiner, et c'est ok. Donc ça, c'est un des premiers trucs que la psychanalyse m'a apporté, je pense, c'est le confort. Parce que quand tu vas en analyse, t'es pas là pour souffrir. Tu dis souvent, je rebondis sur ça, parce que tu as beaucoup parlé de culpabilité et du rôle de l'analyste à te déculpabiliser. Je trouve ça assez intéressant et à la fois un terrible traquenard qui me fait peur, parce que du coup là, t'as repris une analyse avec quelqu'un qui semble avoir un système de pensée assez traditionnel, qui t'a exposé tout de suite une vision du genre qui te correspond à moitié, et à qui tu donnes le rôle de te déculpabiliser ou de te dire que tu as le droit. Horreur. Alors, donc Qu'est-ce qui te fait rire? C'est rigolo ta façon de reformuler, c'est vachement riche et condensé. Le premier truc, c'est que le point de vue de l'analyste actuel, moi je le présente comme quelque chose de traditionnel, d'un peu ringard. En fait, j'en sais rien, en réalité. Tu vois, c'est-à-dire que les fois où il m'a parlé de genre, il avait un point de vue plutôt... une fois, il m'a fait une tirade féministe vraiment intéressante et qui venait de lui. Il l'a pas fait pour me faire plaisir. Il est très cultivé, donc il y avait plein de références historiques où, en gros, il a dit, bon, bah, ça a commencé en gros, il a cité du Mona Chollet, on va dire. Voilà. Qui est une écrivaine féministe. Voilà, qui est une écrivaine féministe qui a écrit sur notamment les féminicides quand on disait que les femmes étaient des sorcières et qu'on les brûlait, alors qu'en fait on les brûlait parce que c'était des femmes. Donc il a pas un point... Lui, je pense que réellement, par rapport justement pour un homme de son âge, blanc, français, machin, gna gna, il est plutôt certainement hyper féministe. Après... Il y a ce que moi je projette sur lui, il y a ce que lui projette sur moi. Alors je te donne un exemple concret. Par exemple, la dernière fois, il m'a dit, j'étais en séance, j'avais des tremblements, c'était vraiment difficile. Et puis à un moment, il me dit, je sais plus comment il l'a formulé, mais en gros que je pouvais m'autoriser à montrer de la fragilité. Ben ça, pour moi, ça me fait un peu bugger parce que j'ai l'impression justement de ne montrer que ça en séance, de la fragilité, et donc je me dis, est-ce que parce que je suis une femme et que je suis autonome et qu'il y a la caricature de la femme forte qui retient tout et qui, du coup, comme elle retient tout, faut l'encourager à être fragile. Tu vois, je savais... Là, je me dis, je suis pas d'accord avec ce qu'il projette sur moi. Je suis pas en train de cacher ma fragilité. Je lui montre très précisément là où j'en suis. Moi, j'entends autre chose. J'invente autre chose. Je suis l'analyste et je dis, je vois votre corps tente d'exprimer violemment quelque chose que vous interdisez par la parole. Dites votre fragilité, qui de toute façon est en train de se dire, mais
pas en mots, mais qui sont en train de te dire par votre corps. Oui. Et donc, c'est là où c'est intéressant, le transfert et ce que je projette sur lui. C'est que... parce que donc, pour revenir à ta question, c'est le lien. Donc toi, tu peux te libérer tant que tu veux des contraintes de genre. De toute façon, tu seras toujours contraint par le fait qu'on vit dans une société qui a ses propres codes. Et donc, je suis à cette jonction-là, et c'est ça qui se joue avec l'analyste. C'est, je ne veux pas être défini par mon genre, mais manifestement, je projette sur lui que lui me définit par mon genre. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à lui dans l'histoire, et ça, c'est tout le temps, en fait. C'est tous les... Moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans l'analyse, c'est que t'as une personne qui te dit pas grand-chose, qui fait qui t'aide quand t'es en galère, mais c'est tout. Et toi, tu vas projeter sur eux ce que tu projettes sur tout le monde, mais que dans le monde réel, tu te rends pas compte que c'est toi qui projettes. Tu penses que ça vient des autres. Eux qui te dit pas grand-chose, mais quand même tirade féministe. Moi, le mien, il m'a jamais dit grand-chose, du coup. Plus grand-chose que toi. Oui. C'était très étonnant. En fait, quand il m'a fait ce truc-là, vraiment, j'ai pas compris parce qu'il le fait jamais. Il s'est passé un truc ce jour-là. Alors, c'était un peu particulier parce qu'on venait de passer... il était censé partir en vacances plusieurs semaines et il se trouve que moi j'ai eu mes séances pendant ses vacances, voilà. Et donc on était à la fin de cette période-là qui était très particulière parce qu'il avait pas d'autres, enfin je sais pas s'il avait d'autres patients, mais en tout cas il est sorti de son chemin pour m'accompagner à un moment où j'avais vraiment besoin qu'il soit là, et donc il s'est passé quelque chose dans la relation à ce moment-là. Oui, parce que toi tu dis ça me vient en aide, un analyste ça vient en aide dans les coups durs. Donc t'as quand même un engagement. J'entends quand même, c'est intéressant parce que du coup ton analyste est assez présent et joue presque un rôle de psy-coach. Ce que je travaille beaucoup dans cette analyse-là, et que certainement je travaillais avant sans m'en rendre compte, c'est l'attachement. C'était ça le deuxième nœud. Et donc je projette sur lui, alors comme sur tout psy, tu projettes tout, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tout le monde, mais moi c'est assez clair que ce que je voulais travailler c'était mon père en fait, donc je projette mon père sur lui, voilà. Ça m'est arrivé de lui dire j'ai juste envie qu'il m'aime, tu vois, donc j'ai pas l'impression d'avoir trop de filtres par rapport à ça. Et donc là, lui, il pouvait faire un choix. Il y a des analystes qui vont pas prendre et qui vont dire ah oui, très bien, ah bon, c'est important pour vous, je suis votre papa, qu'est-ce qui vous manque, blablabla. Et lui, il a pris en fait. Donc il a dit ok, enfin, c'était pas verbalisé. C'est l'idée d'ailleurs je crois comprendre que c'est l'idée en psychanalyse d'utiliser ce transfert, ce que projette le patient sur toi, analyste, et de l'utiliser à bon escient pour que justement parce que quand dans la vie en général on projette sur quelqu'un que l'on paye pas et qui n'est pas équipé pour recevoir ça crée tout un tas de bordel. Et l'idée c'est que dans le cadre d'une relation psychanalytique, en tout cas là où il y a de l'argent, un cadre et des compétences normalement, alors tu vas pouvoir faire quelque chose avec ce transfert, peut-être mieux l'écouter, mieux le regarder, Et moi, du coup, je suis curieux, à ton avis, si tu devais suivre mon intuition, que tes tremblements disaient quelque chose que tu ne voulais ou n'arrivais pas à dire en mots, à ton avis, ces tremblements, ils disaient quoi ? Alors, après, j'y ai pensé, tu vois, dans les jours qui ont suivi la séance, et je me suis rendu compte que j'avais eu un rendez-vous juste avant la séance qui avait été assez difficile, mais... voilà, moi je suis hyper forte pour refouler, mettre les trucs dans les bocaux et bien fermer le couvercle. Donc ça me prend toujours beaucoup de temps pour réouvrir le bocal. Et juste avant que je rentre, ça c'était assez marrant, j'étais dans la salle d'attente et il y a jamais personne d'autre dans la salle d'attente. Tu vois, j'ai rencontré une fois quelqu'un d'autre. Et là, la porte s'ouvre, c'était l'heure de mon rendez-vous, donc je commence à me lever et là il y a une nana qui rentre. Et en fait, elle me dit non, c'est pas encore à vous. Et elle rentre, elle s'assoit. Et en fait, j'ai pas capté à quel point je me suis sentie un peu humiliée. Je l'ai trouvée hyper arrogante. Et puis tu vois, moi j'ai grandi dans un milieu très très pauvre. Et un des trucs que je travaille en ce moment, c'est mon rapport à l'argent. Et j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, d'une grande bourgeoise qui rentrait dans la pièce et qui me traitait comme Cosette, quoi. Tu vois. Et donc je pense que le tremblement, il parlait de ça, du rendez-vous d'avant, de plusieurs choses, et aussi du fait que je suis hyper jalouse du fait qu'il ait d'autres analysants. En fait, ça me fait chier, tu vois, j'ai pas envie, ça m'emmerde, je lui dis tout le temps. Enfin, je vois pas pourquoi. Et tu vois, pour revenir à justement le rôle de l'analyse, c'est ce qui est intéressant dans ce que l'analyse prend ou pas, parce que quand là j'étais dans une phase hyper régressive où j'ai décidé que c'était mon papa et puis voilà, c'est comme ça. Il a pris une partie
Et il m'a aidé à élaborer une autre partie. Et donc, notamment, ce truc sur l'absolu. Tu vois, je veux pas qu'il ait d'autres patients, je veux pas qu'il pense à quelqu'un d'autre que moi, à aucun moment. Et ça, c'est ma façon à moi d'avoir vécu la perte de mon père, cet absolu. Comment il t'aide à élaborer? Ça veut dire quoi? Il m'aide à élaborer? Et ben, dans ce cas-là, par exemple, ce qui s'était passé, c'était hyper drôle, c'est que il m'a pris une fois, on fait des séances par téléphone, et il m'a appelé un quart d'heure en retard. Bon, ce quart d'heure de retard, j'en ai fait tout un plat pendant longtemps, tu vois, c'était genre inacceptable. Ça m'a plongé dans une dépression pas possible, vraiment, c'était dur pour moi, quoi. Et donc, quand j'ai été en état d'en parler, il m'a dit avec qui vous avez une relation à ce point-là absolue. Et je lui ai dit, et j'ai reformulé en disant, avec qui j'ai une relation fusionnelle. Il m'a dit non, pas fusionnelle, absolue. Parce que des relations fusionnelles, on en a avec sa mère au début, voilà. Donc là, par exemple, il m'a aidé à élaborer. Et avec qui? Alors, en l'occurrence, ce qui m'est venu ce jour-là, et j'ai encore en question, est-ce que c'était un truc écran pour protéger autre chose ou est-ce que c'était ça, c'est que j'ai eu un espèce de père de substitution qui a été donc de mes 11 ans à mes 20 ans, qui m'a fait alors du massage japonais qui s'appelle le shiatsu acupuncture. Donc une fois par semaine, il me faisait ça parce que j'ai des problèmes de dos. Et après, j'ai fait du jujitsu avec lui, donc on faisait cet art martial ensemble. Donc j'ai été disciple de cet homme d'une façon très c'est les écoles japonaises traditionnelles, donc c'était très très intense, on était vraiment beaucoup ensemble et il y a eu une très forte communion aussi physique puisque il me touchait, tu vois, il faisait un massage par semaine et du coup il y a eu tu sais, bon, dans nos sociétés, c'est compliqué, les histoires. Quand il y a une attirance sexuelle entre un adulte et un enfant, maintenant, on peut plus en parler, c'est compliqué. Mais enfin, je veux dire, chez les Grecs, ça existait, ça. Et il y a eu une attirance sexuelle il s'est rien passé. Mais ça m'a fait penser à ça, la relation absolue. Tu vois, moi, j'avais 11 ans, le mec en avait 40. Et en y repensant, en fait, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que je le tenais par les couilles, en fait. Donc, voilà, ça m'a fait penser à ça, la relation absolue. Si le genre et comment la société te perçoit est important pour toi, pourquoi est-ce que tu ne décides pas de masculiniser tes atours pour Enfin, en fait, ma question, c'est juste pour te faire rebondir. C'est pas tellement parce que j'ai entendu ta réponse qui est, moi, je veux pas de case, la binarité m'intéresse pas. J'ai entendu ça, mais pour le temps présent là, pour pouvoir cheminer dans ta vie comme tu le souhaites, ouais. Pourquoi ne pas se garçonniser? Alors, quand j'étais petite, tout le monde pensait que j'étais un garçon, donc pendant très longtemps, on m'appelait monsieur, jeune homme, blablabla. C'est pas le cas aujourd'hui. On est en podcast, donc on te voit pas. Ouais. Mais si je devais te décrire, t'as quand même les cheveux mi-longs, tu es un peu maquillée, en tout cas sur tes beaux cils. Aujourd'hui, de loin, on voit que tu es une femme. Voilà. Et en fait, je me suis féminisée au moment, quand j'ai eu l'âge auquel mon père est mort. Donc, voilà. Lui, il est mort quand il avait 33 ans. Et quand j'ai dépassé 33 ans, je me suis féminisée. C'est comme un truc qui se libérait de la façon dont j'ai dû l'incarner. Pas juste auprès de ma mère, pour le coup, là. Auprès de mes grands-parents, auprès de tout le monde. C'était flagrant, je veux dire. J'ai rencontré un ancien ami de mon père à un moment, je sais plus quel âge j'avais. Le mec, quand il m'a vu, il s'est mis à pleurer parce qu'il l'a vu. Il a vu mon père en moi, genre physiquement, tu vois. Alors, et donc, pourquoi je veux pas me masculiniser, c'est parce que pour moi, le sujet, c'est qu'on arrête de faire chier les gens en les mettant dans des cases et que donc, je préfère, à la limite, faire acte du fait qu'on peut être une femme et avoir X caractéristiques qu'on considère généralement comme étant masculines, plutôt que de dire du coup si je veux avoir la caractéristique Y, il faut que je me masculinise parce que dans ce cas-là, j'ai l'impression de rentrer dans le modèle que la société me propose. Ce que je ne sais pas, c'est si j'avais 11 ans aujourd'hui, est-ce que du coup je ferais une opération, tu vois? Ça peut-être, je sais pas. Mais à l'époque, de toute façon, ça se discutait pas. J'ai pas l'impression que quand moi j'avais 11 ans, ça se discutait le fait de changer réellement de sexe. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose que tu considères? Non, je le considère comme ça, c'est pas, je dis pas que le sujet est drôle, c'est pas qu'il est drôle, mais pour moi, je le considère un peu comme une blague, je peux le dire. Moi, j'adorerais à un moment vivre ça.
Je trouve ça génial de vivre, que tu vis dans ton corps et tu peux vivre d'autres expériences. Tu vois, à un moment, j'avais une copine qui était justement trans et qui s'était opérée donc en Thaïlande à l'époque. Et c'était vachement intéressant la façon dont elle décrivait ce qui avait changé pour elle dans son cerveau. Elle disait, en fait, quand j'étais un garçon, je ressentais ça se passe comme ça. Maintenant que je suis une fille, il se passe ça. Ça, je trouve ça génial de pouvoir vivre ces différentes choses-là. Mais plus comme une curiosité. Oui, j'ai pas une souffrance. De ce que j'entends de la souffrance des personnes qui luttent pour vraiment avoir une transformation physique, je pense que j'ai pas... Ça, on revient à notre sujet de l'identité. J'ai l'impression que la question du genre, elle vient plus de ma compréhension. Une personne trans, elle est née dans le mauvais corps, c'est-à-dire son corps ne représente pas ce qu'elle est dans son cœur. Là, j'entends que toi, c'est le genre fait partie parmi d'autres choses de l'identité. Ça me permet de la question, de l'enjeu, du défi de l'identité et des rôles. Et du coup, ça me donne envie de rebondir sur une chose que tu as dit au début ou de poser la question. Tu as dit que ces 8 ans t'ont permis de comprendre, de révéler que ton grand-père était juif. Pourquoi c'est important pour toi? Quel impact cela a eu? Alors, il y a différents niveaux. Il y a un truc qui est un peu basique, c'est que je faisais des rêves de persécution non-stop quand j'étais petite, à répétition. Ensuite, ça a été important parce que je pense que je sentais qu'il y avait des secrets et que c'est quand même cool quand t'arrives à élucider un secret, même si je peux pas être sûre, mais voilà, je me souviens d'avoir rêvé, par exemple, que mon oncle devait faire sa circoncision. Enfin, donc voilà, c'est super précis. Élucider des secrets. Je pense qu'il y avait ça qui était intéressant. Et après, peut-être aussi, j'ai été investie d'un rôle dans ma famille particulier. Alors tout le monde, mais pour te donner un exemple, ma grand-mère a peint un tableau pour ma naissance qui s'appelle L'Ange de la Création. Dans laquelle, alors le tableau, il est hyper... il y a un ange qui amène un petit bébé devant une personne bleue. Alors, c'est super, tu vois, l'ange de la création. Moi, ça me fait plaisir d'être l'ange de la création, mais en fait, ça fait une petite pression quand même. Et j'ai toujours senti ce truc. J'ai toujours senti cette pression de fou de la famille qui m'utilisait comme pilier. À la fois les parents de mon père, à la fois les parents de ma mère, et dans une certaine mesure, les oncles et tantes, mais moins quand même. Et donc, la question... Je suis la seule dans la famille aujourd'hui à prendre au sérieux ce truc de mon grand-père était juif. Les autres, ils disent, mais non, c'est pas vrai, blablabla. Bon, je sais pas, ça m'a permis de mettre un nom sur cette pression que je ressentais. Parce que ma grand-mère, elle a envoyé la lettre que à moi, en disant, ton grand-père est juif. Donc, de quel pouvoir magique j'ai été investie au moment de la naissance, qui fait que ma grand-mère décide que je suis l'ange de la création, ou que je suis amenée sur Terre par l'ange de la création. Et du coup, ça explique aussi, c'est un peu... J'espère que c'est pas trop abstrait pour les personnes qui vont écouter, mais l'attente qu'il y avait sur moi, parce que là on l'a travaillé avec mon psy, il m'a dit comment s'est passé l'apprentissage de la propreté. Je lui ai dit moi j'étais propre, j'étais comme Kirikou, j'ai pas eu d'apprentissage de la propreté, je faisais pas caca. Parce que l'ange de la création ne fait pas caca. Donc, tu vois, évidemment, la violence avec laquelle on m'a interdit d'apprendre la propreté, ça a été une violence, ça a été douloureux, mais je comprends que c'est lié à une projection d'un rôle très particulier, un peu magique, qu'on m'a mis dessus. Et pour moi, d'un juif, c'est quand même le peuple élu, au-delà de la réalité, je parle pas de la réalité, mais je parle des représentations. Il y a quelque chose de l'ordre de ma famille a été persécutée, mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, on est, entre guillemets, le peuple élu. J'espère que je vais choquer personne, parce que c'est pas... Encore une fois, c'est pas, je dis pas choses réelles, je dis la façon dont ça se représente pour moi. Et puis c'est pour ça que j'adore les témoignages, c'est que c'est ton histoire, c'est ton point de vue, c'est ton opinion, t'es en train de parler de ton intime, et j'entends bien que tu fais la différence entre la métaphore et la réalité. Dans la mécanique de la psychanalyse, ton psy te dit comment s'est passé l'apprentissage de la propreté. Mais on apprend à quel âge d'être propre? Et quels sont tes souvenirs? Parce que moi, si tu me disais, Guillaume, comment s'est passé l'apprentissage de la propreté, je te dirais, je sais pas.
Oui. Alors moi j'ai une hypermnésie, donc je me souviens, j'ai des souvenirs avant 9 mois, j'ai des souvenirs entre 9 mois et 2 ans et demi, Ah ouais. j'ai des souvenirs extrêmement précis de plein de moments de ma vie, j'ai des souvenirs, je me souviens de la plaque d'immatriculation de ma mère quand j'avais 7 ans, je me souviens de toutes nos adresses, je me souviens des numéros de téléphone. Et donc, et là, en l'occurrence, bon, c'était rigolo parce que la question sur l'apprentissage de la propreté, ça s'est passé suite à il y a eu un quiproquo où en fait, j'étais en train d'aller au cabinet du psy et il m'appelle parce qu'il pensait que c'était par téléphone et je lui dis, je suis au cabinet. Et il me dit, bah, rappelez-moi. Parce qu'il pensait que j'étais au cabinet, genre sur les toilettes, tu vois. Et moi, ça m'a fait péter un câble. Parce que je me dis, mais comment peut-il imaginer que, que je vais aux toilettes, déjà, comment il peut imaginer ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et deux, que je réponds au téléphone. Et comme il y a eu ce quiproquo et qu'après je lui ai reproché, je lui ai dit, mais ça va pas la tête, c'est là qu'il m'a dit, comment s'est passé l'apprentissage de la propreté. C'est marrant que tu dises que t'as une hypermnésie. Ouais, une hypermnésie, ouais. Parce que au début de là, ton témoignage, t'avais du mal à retrouver le pourquoi du comment de ces 8 ans. Enfin, c'est marrant parce que... C'est deux choses différentes. J'ai eu une hypermnésie avant sur mon enfance, sur les événements traumatiques. Et il y a eu un moment où pour moi, tout a plongé. En fait, au moment où mon père est mort, j'ai vraiment plongé. Là, j'avais 6 ans. Et à partir de ce moment-là, tout s'embrouille. Donc, ça fait longtemps, tu vois. Donc, c'est important, là, justement, dans la façon dont on reconstruit, que je récupère un grasp, tu vois, une emprise. Voilà, que je sois dans la réalité. Parce que j'ai vraiment plongé à 6 ans. Je me souviens d'avoir plongé. Je me souviens du monde pas qui s'effondre, mais du drop, quoi, tu vois, du vide sous mes pieds, etc. Et donc, j'ai des souvenirs extrêmement précis jusqu'à cette date-là. Et après, ça s'embrouille. Okay. Ouais. J'ai failli oublier la question fatidique. Le titre de ce podcast, c'est ma dernière séance de psychanalyse. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière séance, si tu t'en souviens, de ces 8 ans et pourquoi avoir arrêté? Ouais, alors c'est assez intéressant. Je me souviens pas de la dernière séance précisément. Ce qui s'est passé, c'est que sur ces 8 ans, il y avait un moment où j'habitais Paris, mon analyste était à Paris. Ensuite, je suis partie travailler aux Pays-Bas et on s'est débrouillé pour que je puisse faire les allers-retours, pour la voir, etc. Donc moi, j'étais vraiment dédiée, elle aussi. Et puis finalement, à la fin de tout ça, je partais aux États-Unis. Donc on n'a pas décidé d'arrêter l'analyse, c'est juste que je partais aux États-Unis et qu'à l'époque ça se faisait pas de le faire en visio, par téléphone ou quoi. Donc je me souviens pas précisément d'une dernière séance. Par contre, je me souviens que avant mon départ aux États-Unis, ma vie a pris un tournant assez chaotique. Donc je pense que j'ai dû arrêter de la voir. Ah oui, c'est ça. Avant les États-Unis, je suis partie travailler au Japon. Donc en fait, j'ai dû terminer avec elle, je sais pas, en mai ou en juin. Je suis partie au Japon 4 mois. Je suis revenue, je suis partie en Afrique parce que mon père est mort en Afrique en fait. Au Togo. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis. Donc, cette période chaotique, je ne la voyais plus, l'analyste. Et par contre, ce dont je me souviens, c'est une séance que j'ai fait avec elle alors que j'étais déjà aux États-Unis, que j'avais repris une nouvelle analyste aux États-Unis. Je suis rentrée à Paris, je suis venue la voir et je ne me souviens pas ce que je lui ai dit. Par contre, je me souviens de ce qu'elle m'a répondu et elle m'a dit « Vous exagérez un peu quand même, on a fait du bon boulot ensemble. » Donc, manifestement, j'ai dû aller la voir pour lui dire mais qu'est-ce que c'est que ça, on n'a rien fait en 8 ans. Je me souviens pas, moi c'était pas l'intention, tu vois, parce que ma psy new-yorkaise, c'était un style complètement différent. Donc j'ai dû aller la voir en lui disant voilà, j'ai une super psy maintenant, tu vois, c'est fou. Mais je me souviens qu'elle m'a répondu ça, qu'elle m'a dit oui, vous exagérez un peu quand même, on a fait des trucs bien, tu vois. Voilà. C'est vachement intéressant comment ta mémoire est devenue sélective et poreuse. Ouais, oui, oui, en fait, j'ai une manière c'est très intense. J'ai des moments hyper intenses, en fait, très intenses. Et quand c'est pas très intense, du coup, ça s'efface un peu. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que t'as un mot de la fin qui te vient? Moi, mon mot de la fin, c'est amour. Parce que il y a un petit coussin, donc là, les gens voient pas, mais il y a un petit coussin avec un cœur. Il y a vraiment un truc dans l'analyse, il me semble. Tu vois, bon, la vie c'est dur, c'est compliqué, puis on meurt tous un jour et il faut faire face à ça. Rien n'a de sens avant, donc pourquoi pas se faire plaisir avec un truc cool qui est l'amour, quoi. De l'amour pour soi, de l'amour. Et moi, voilà, c'est l'analyse qui m'a appris ça, je crois. T'es amoureuse de qui et de quoi aujourd'hui? J'essaye d'être un peu amoureuse de moi. J'essaye. Je pense que je suis un peu amoureuse de mon mec, quand même, aussi.
S'il nous écoute, il sera content. Merci Camille. Merci beaucoup Guillaume. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous demande un petit coup de main. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ou un j'aime sur YouTube. Ça envoie un signal à l'algorithme qui se met à recommander le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver les prochains témoignages. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient vous plaire. Histoire de devenir moi. C'est mon dernier podcast dans lequel des gens ordinaires racontent une décision ou un tournant déterminant pris dans leur vie dans le but de devenir un peu plus eux-mêmes. Ou mon autre podcast, Comment devenir sexuellement épanoui. Des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir sexuellement face aux règles et aux normes. Je vous mets un lien pour écouter ces podcasts dans le descriptif de cet épisode. À ce lien, vous trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes intéressé de suivre les coulisses de mon aventure de podcasteur. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.